véritables actions qui changent une vie. Tu sais, les grands bouleversements, les virages de vie, les réussites éclatantes, on les regarde souvent avec admiration, envie et parfois même avec découragement. On se dit, c'est trop bien, j'aurais trop voulu, mais moi, j'aurais jamais cette discipline, j'ai pas ce mental, ou j'aurais dû commencer plus tôt. Et si je te disais que ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, mais sa répétition? Que ce sont les petits gestes, ceux qui paraissent parfois anodins, ceux qu'on n'applaudit pas toujours, qui changent réellement une vie. Les actions qui forgent nos succès. Et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le Bonheur à la vie à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Dans cet épisode, j'aimerais te parler de l'effet cumulé. Tu sais, ce principe qui dit que ce que tu fais chaque jour, même si ça te paraît minuscule, finit par peser lourd dans la balance de la vie. On va explorer pourquoi ce principe est aussi puissant que méconnu, comment nos habitudes façonnent nos résultats, comment le doute, loin d'être un frein, peut devenir un allié, et comment reprogrammer nos habitudes sans violence pour changer la donne durablement. Pour commencer, je voudrais te raconter une histoire. C'est une fable, un conte que j'ai écrit il y a quelque temps pour ma newsletter La Capsule du Bonheur. Il s'intitule « Des grains de sable qui font des plages ». Il était une fois une grosse roche, une bouteille en verre, un iceberg et de l'eau. L'iceberg, imposant et froid, la grosse roche solide et inébranlable et la bouteille de verre résistante et transparente se tenaient côte à côte, confiants dans leur force et leur puissance qui imposaient le respect. Tous les trois regardaient l'eau d'un air supérieur. « Avec ta consistance liquide, tu es inoffensive. Nous, on est du côté des durs, » lui disait-il. L'eau, douce et fluide, ne voulait aucun mal à personne. Son unique désir était de passer du temps avec les autres, de nouer des liens et d'apprendre d'eux pour être enfin acceptée au sein du groupe. Alors, elle essayait de se rapprocher, de les effleurer, de les toucher, mais à chaque tentative, il la repoussait. « Tu n'es pas assez forte pour être des nôtres, » lui disait-il. L'eau était têtue. Quand il l'envoyait balader, elle rassemblait tout son courage et revenait à la charge. Elle savait qu'elle voulait gagner leur respect coûte que coûte, mais elle ne savait pas comment. Inlassablement, elle continuait de tenter de se faire accepter, et incessamment, il la rejetait. Au fil des jours, des semaines, puis des mois, l'eau remarqua que chaque contact avec les trois durs provoquait un léger changement. Une poussière se détachait de la grosse roche ou de la bouteille de verre. Une goutte d'eau se détachait de l'iceberg. Des particules si petites et insignifiantes que les autres n'y portaient aucune attention. Pourtant, chaque poussière et chaque goutte d'eau donnait du courage à l'eau. Elle continua donc son petit jeu autour de la grosse roche, de l'iceberg et de la bouteille de verre, et même si les trois durs s'agaçaient du manège de l'eau, leur arrogance les empêchait de réaliser qu'elle gagnait en assurance et en puissance. Le temps passa, interminable pour l'eau, mais éphémère pour les trois durs. À force de persévérance, l'eau avait quintuplé de volume. La bouteille de verre n'était plus très épaisse, et l'iceberg ressemblait à un gros glaçon. Quant à la grosse roche, elle n'avait guère plus d'allure qu'un petit caillou. L'eau se retira un moment pour se reposer et admirer le résultat de sa détermination. En essayant de se lever dans son ancien lit, elle prit conscience de sa nouvelle taille, imposante et majestueuse. Et elle était reconnaissante de se retrouver avec les poussières de grosses roches et de bouteilles de verre. Ces milliers de petites poussières qu'elle avait soigneusement accumulées avaient toutes accepté de la suivre et se faisaient désormais appeler des grains de sable. Ils étaient tellement nombreux qu'ils formaient ce que nous appelons maintenant une plage. L'eau, malgré son aspect gigantesque, resta bienveillante et entretenait le contact avec les grains de sable pour leur témoigner sa gratitude de l'avoir choisi. Ensemble, ils formaient un écosystème riche et harmonieux où la faune et la flore pouvaient s'épanouir. Au fil du temps, la grosse roche qui était devenue un petit caillou, l'iceberg qui était devenu un petit glaçon et la bouteille de verre qui était toute menue commencèrent à prendre conscience de l'importance de l'effet cumulé et de la persévérance.
Se sentant humiliés et transformés par leurs expériences, ils apprirent la valeur de la bienveillance et de l'ouverture aux autres. Ainsi, la plage nouvellement formée devient un lieu de rassemblement pour d'autres éléments et pour les êtres qui souhaitaient se connecter à l'eau, témoignant de la force de l'effet cumulé et du pouvoir des actions apparemment insignifiantes. L'eau avait montré que la persévérance et la patience pouvaient mener à des résultats surprenants et transformer même les plus durs des obstacles en petits ponts inoffensifs. La plage, avec ses grains de sable et l'eau bienveillante, attira de plus en plus de créatures. Des oiseaux venaient s'y reposer, des poissons nageaient près du rivage, et des êtres humains venaient se ressourcer en contemplant l'immensité de l'océan. La plage, symbole de la transformation et de la persévérance, était devenue un lieu de paix, de repos et de contemplation pour tous ceux qui la visitaient. La morale de cette histoire, c'est que tes envies et tes aspirations finiront par prendre vie si tu prends le temps d'entretenir la connexion avec elles. Dans ce sens, chacune de tes actions et de tes inactions sont importantes, aussi petites soient-elles. Car en fin de compte, ta vie actuelle est le résultat de tes choix passés, de tes actions précédentes, ainsi que des circonstances que tu as vécues et auxquelles tu as dû faire face. Tout comme l'eau a été transformée par sa persévérance et les trois autres ont été transformés par leur inaction. Par le même mécanisme, le futur vers lequel tu te diriges se dessine à travers les décisions que tu prends maintenant et les actions qui en découlent. L'eau, par son exemple, nous montre que la patience, la persévérance et la bienveillance peuvent nous aider à surmonter les obstacles et à réaliser nos rêves. J'aimerais maintenant t'emmener un cran plus loin dans ce que cette histoire t'apprend sur toi-même, parce que la vie ne te transforme pas uniquement grâce à des grands chamboulements spectaculaires. Elle change un geste à la fois, une pensée à la fois, une décision à la fois, et surtout une répétition à la fois associée à une récompense. L'effet cumulé, ce que tu répètes te façonne. Tu n'es pas ce que tu fais une fois de temps en temps. Tu es davantage fait de ce que tu fais souvent sans y penser. Un geste associé à une récompense entraîne l'envie de répéter l'action. Une répétition qui s'inscrit dans la durée devient une habitude. Cette habitude finit par devenir un comportement et ce comportement forge un caractère. C'est ce caractère qui façonne ton mode de vie. Ce que beaucoup oublient, c'est que à chaque comportement est liée une récompense. Sinon, on n'aurait pas adopté ce dernier. Et c'est valable même pour ceux qu'on veut changer. On ne refait jamais la même chose juste comme ça. Si on répète un comportement, c'est justement parce qu'il nourrit un besoin. Parfois de façon consciente, mais souvent de manière subtile avec un bénéfice secondaire. Combiner une action à une gratification, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif et c'est l'une des meilleures façons d'inscrire un schéma répétitif inconsciemment avec le moins d'efforts possible. Car notre comportement est toujours influencé par un objectif de satisfaire nos besoins. Par exemple, les humains ont besoin d'attention et c'est particulièrement flagrant chez les enfants. Si jamais tu regardes un enfant à qui on ne parle que quand il fait une bêtise, comme il a besoin d'attention, il va développer un comportement turbulent parce que c'est ainsi qu'il obtient cette attention dont il a besoin. Son comportement, c'est une tentative de réguler ce besoin non nourri autrement. Chez les adultes, c'est exactement pareil. Un exemple parmi tant d'autres, les crises de jalousie. À première vue, de l'extérieur, ça semble juste désagréable, toxique, irrationnel, incontrôlable. Mais quand on va chercher ce qu'il y a derrière, il y a souvent un besoin de réassurance, de reconnaissance, de preuve qu'on peut être encore choisi. Et c'est un moyen peut-être maladroit, mais parfois efficace à court terme de recevoir de l'attention, des excuses, des gestes tendres ou un je t'aime répété. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou mal, je dis juste que si jamais la personne s'est calmée, c'est qu'elle a obtenu ce dont elle avait besoin et donc, c'est une stratégie qui a fonctionné à ce moment-là, consciemment ou pas. Et tant qu'on ne connaît pas d'autres manières de nourrir ce besoin, on recommence. Nos addictions, nos automatismes, nos mauvaises habitudes ne sont pas des fautes en soi, ce sont des stratégies de survie, des stratégies gagnantes qui ont fonctionné pour nous donner accès à ce dont on avait besoin, directement ou pas. Elles ont marché, alors on les répète. Les addictions se déclarent quand on ne connaît qu'une seule méthode pour satisfaire un besoin.
Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas d'autres moyens, ça veut juste nous indiquer que pour le moment, on n'en connaît pas d'autres. Une addiction, c'est une habitude très présente et qui est pointée du doigt car elle est considérée comme incontournable. Et bien souvent, c'est parce qu'elle prend trop de place, soit elle nous est préjudiciable au niveau de la santé ou des relations sociales. Alors, quand on veut changer d'habitude, la première chose à faire est d'identifier le besoin que cette action déjà en place permet de nourrir et ensuite de s'autoriser à trouver d'autres moyens de répondre à ce besoin. Diversifier les sources tout en continuant de satisfaire le besoin initial est la meilleure façon de perdurer le changement dans le temps et en limitant les craquages. Si tu veux vraiment changer, tu gagneras à comprendre plutôt que de te forcer. La clé, ce n'est pas d'essayer d'écraser une habitude par une autre comme on remplacerait un fichier par un autre, sinon on se contentera de créer un cercle vicieux suivant le schéma de tension, rupture, compensation, culpabilisation. La première étape, selon moi, quand on veut changer d'habitude, c'est de décoder la récompense à laquelle elle nous donne accès. Quand tu veux changer une habitude, commence ici. Quel besoin cette habitude nourrit-elle en moi? Quels autres moyens pourrais-je essayer pour nourrir ce besoin? Qu'est-ce que je veux vraiment à la place? Et là, tu poses les fondations d'un changement durable. Pas parce que tu dois, mais parce que tu as compris pourquoi est-ce que tu le veux. Et quand je dis pourquoi, c'est en 2 mots. Pour vivre quoi? Pour ressentir quoi? Pour obtenir quoi? Une décision affirmée et éclairée vaut 1000 injonctions. Tu veux changer quelque chose dans ta vie? Ok, je t'invite à prendre un moment pour écrire. Voici mon objectif. Là, tu vas écrire le résultat que tu vas obtenir à la forme affirmative. Le cerveau ne comprend pas la négation, il se focalise sur les verbes d'action précisément. Donc plus tu es spécifique, comme on dit au coaching, plus tu es ciblé, mieux c'est. Ensuite, tu vas écrire « Voici les raisons pour lesquelles je veux atteindre cet objectif ». Là, l'idée est d'identifier précisément les raisons pour lesquelles tu veux atteindre ces objectifs. Pourquoi? Parce que ça te permettra de tenir le cap dans les moments difficiles, durant les jours «sans» entre guillemets. Maintenant, tu vas écrire « Voici les raisons pour lesquelles je veux ce que je veux ». Oui, c'est différent de la question précédente car ici, tu pars des réponses de la question d'avant et tu vas préciser les motifs pour lesquels tu as identifié ces raisons-là et pas d'autres. Ainsi, tu auras mis le doigt sur les besoins ou les bénéfices profonds que tu retireras d'aller dans cette direction. Par exemple, imaginons que tu veuilles passer un concours ou changer de boulot ou encore créer ton entreprise. Parmi les raisons, tu écris que c'est pour gagner plus d'argent, pour faire des activités qui te plaisent et pour passer plus de temps de qualité avec ta famille et tes proches. Les raisons pour lesquelles tu veux gagner plus d'argent seront par exemple sortir du découvert ou pouvoir payer les prochaines vacances en te serrant moins la ceinture au quotidien. Tu veux faire des activités qui te plaisent peut-être parce que ça sera la meilleure façon pour toi d'être de meilleure humeur en te levant le matin. Et en rentrant le soir, tu seras plus disponible mentalement pour tes proches. Si jamais tu veux passer plus de temps de qualité avec ta famille et tes proches, c'est parce qu'en fait, tu sais que le temps passe vite et que tu veux créer des souvenirs agréables avec tes enfants, tes parents, pendant que tu le peux encore en fait. Vient le moment d'écrire « Voici les raisons pour lesquelles je vais réussir à atteindre cet objectif ». Oui, réussir, parce que techniquement là tout de suite, tu n'as pas ce que tu veux et tu as envie. Donc ton système considère l'échec, le fait de ne pas avoir ce que tu veux, comme quelque chose de tout à fait viable. Et là, avant de foncer tête baissée dans l'action, pose-toi cette question. Est-ce que je m'autorise à atteindre cet objectif? Si la réponse n'est pas un oui clair et sincère, n'insiste pas. À la place, tu vas demander à ton équipe interne de quoi ai-je besoin pour me l'autoriser. Et une fois que tu as posé la question, écoute, accueille et regarde si c'est viable pour toi. Si ça ne l'est pas, si la réponse que ton équipe interne te donne sous forme d'idée qui peut paraître plus ou moins saugrenue, eh bien en fait, si jamais cette idée-là n'est pas viable pour toi, je t'invite à faire une contre-proposition. D'ailleurs,
dans l'épisode où je te parle du corps, hein, comme ton partenaire de vie, je te propose des outils pour discuter avec ton équipe interne et c'est aussi le genre de choses que tu apprends à faire dans mes accompagnements. Pour y avoir accès, rendez-vous dans le lien dans la description. Et une fois que tu as discuté avec ton équipe interne et que tu as vu si jamais il y avait des propositions, si jamais tu as fait par exemple des contre-propositions, là tu vas regarder si c'est OK pour toutes les parts de toi. Et enfin, tu vas reposer la question, est-ce que je me l'autorise? Et tu refais la boucle autant de fois que nécessaire. Quand le oui arrive, si jamais tu te dis, est-ce que je m'autorise à atteindre cet objectif et que la réponse est oui, tu es invité à le déclarer à l'écrit. Je m'autorise à devenir la personne qui, et là tu décris le résultat que tu vises. Tu verras que le faire à l'écrit, ça change beaucoup de choses. Bien souvent, quand il est question d'avoir des résultats sur le long terme, il sera nécessaire que tu prennes plusieurs fois la même décision. Et il va arriver que tu doutes. Alors, ne compte pas sur moi pour te dire de ne pas douter, d'accord? Je sais qu'on entend souvent: «Il ne faut pas douter» ou que c'est dramatique si jamais on doute parce que tu comprends, tu pourras avoir envie de changer d'avis et si tu changes d'avis, c'est mal vu. Tu es considéré comme étant une girouette, instable et cetera. Ce n'est pas mon point de vue. Selon moi, le doute se présente à toi pour une raison simple, te donner l'opportunité de renouveler ton choix ou de le modifier en fonction des informations qui sont à ta disposition à l'instant T. J'aime comparer le doute à un serveur de restaurant. Il vient vers toi après que tu aies passé ta commande. Vous êtes sûr? Vous voulez toujours ça? Même après avoir vu ce qu'il y avait dans l'assiette à côté? Ou il ne reste qu'une seule portion de dessert et il y a d'autres personnes dans le restaurant qui en veulent. Je sais que vous avez déjà réservé votre dessert et on vous le garde si c'est vraiment ce que vous voulez. Mais je suis tenue de vous informer que si toutefois vous changez d'avis, nous avons toute une gamme de desserts à vous proposer à la place. Est-ce que vous voulez confirmer votre commande ou modifier votre choix pour laisser la portion restante à un autre client? En tenant compte des nouvelles informations, soit tu restes sur ta position, soit tu changes d'avis. Et en partant du postulat qu'une situation qui perdure est un choix qui se renouvelle, un choix d'agir ou un choix de ne pas agir, tant que tu choisis la même chose, tu te rapproches de l'objectif que tu vises. Quand tu changes d'avis, c'est comme si tu prenais une autre sortie sur la route et que ton GPS interne recalculait le nouvel itinéraire. Le doute ne vient pas saboter, il vient vérifier, il t'invite à réaffirmer ton choix. Et parfois, si nécessaire, à le modifier à la lumière de ce que tu sais maintenant. Quand tu prends conscience de ça, tu reprends le pouvoir. Et tu comprends que le doute n'est pas ton ennemi, mais bien un serveur qui te demande confirmation. C'est l'opportunité pour toi d'exercer ton libre arbitre. D'autre part, j'aimerais attirer ton attention sur le fait qu'envisager de changer, c'est comme vouloir gonfler un ballon de baudruche. Au début, quand il n'a pas d'air à l'intérieur, la pression externe est supérieure à la pression interne du ballon. Donc, pour qu'il prenne forme, toi, tu dois insuffler de l'air à plusieurs reprises pour lui donner sa forme. Et si jamais tu ne sais pas faire, que c'est la première fois ou que ça fait très longtemps que tu n'as pas gonflé de ballon, tu peux peut-être t'y prendre mal. Tu peux galérer, tu peux t'essouffler. Et au fur et à mesure que tu t'exerces, eh bien, en fait, ce ballon-là va se gonfler. Si tu relâches la prise, il se dégonfle à la minute où tu arrêtes d'insuffler de l'air dedans. Et à un moment donné, si jamais tu t'y remets, il va prendre forme, il va occuper l'espace que tu veux, et plus tu pratiques, plus tu deviens habile. Et si jamais tu fais une pause, mais que tu tiens le ballon, mais en fait, tu ne recommences pas de zéro. Le ballon lui-même, il a une mémoire, puisque si jamais tu l'as déjà gonflé une fois, même si il se dégonfle, après, c'est plus facile pour toi de le regonfler. Et tout comme ton ballon, ton corps et ton esprit ont aussi une mémoire que tu vas pouvoir mobiliser pour atteindre de nouveaux objectifs. Donc, quand tu vas atteindre un nouvel objectif, c'est comme si tu avais un nouveau ballon de baudruche. Au début, tu as une idée. Et cette idée, si jamais elle reste sans action, elle est comme un ballon sans air interne. Donc, tout comme pour gonfler le ballon, il va falloir y insuffler de l'air régulièrement et suffisamment pour que la pression interne au ballon devienne plus importante que la pression
externe du ballon. Mais en fait, pour que ton idée prenne vie, prenne forme jusqu'à l'atteinte de ton objectif, tu vas devoir fournir plus ou moins d'efforts en fonction de si tu maîtrises le geste ou pas. Et tu vas t'y reprendre à plusieurs fois si tu veux qu'il atteigne une taille conséquente. Donc, pour passer d'une idée à un objectif, c'est pareil. Tu agis, tu itères, tu répètes l'action et tu ajustes jusqu'à ce que tu aies atteint ton but. Si tu te relâches entre-temps, il se peut que tu aies l'impression de faire marche arrière, comme un ballon qui se dégonfle. Mais reprendre les actions te montrera que tu n'as pas tant reculé que ça et parfois c'est plus facile de regonfler un ballon qui a déjà été gonflé une fois parce que maintenant tu maîtrises davantage le geste. Et pour ton objectif, c'est la même chose. T'arrêter ou marquer des pauses pour reprendre ton souffle, te reposer pour mieux repartir est aussi nécessaire quand tu vises certains objectifs ambitieux. Ici, je t'invite à envisager de changer sans violence. Je rappelle que la raison pour laquelle les gens répètent une action ou un comportement, c'est systématiquement parce qu'ils y trouvent un bénéfice personnel qui soit explicite, secondaire ou encore plus subtil, donc presque tertiaire. Voici donc le schéma pour changer une habitude sans violence. Tu vas observer, tu vas signaler, remercier, rechoisir autre chose, te féliciter et recommencer. Alors surtout, à partir du moment où tu décides de changer ton mode de fonctionnement, je vais t'inviter à définir une alerte mentale associée à l'ancienne habitude à modifier. Ainsi, quand tu retombes dans cette habitude, je t'encourage à éviter de te flageller, mais en fait, tu vas observer comment tu réagis et comme tu as défini une alerte mentale, tu vas pouvoir te dire: «Ah, attention, là, je suis en train de remarquer que je suis en train de refaire ce que j'ai dit que je ne voulais plus faire». Et une fois que tu as remarqué que tu es en train de retomber dans les anciens schémas, tu vas prendre le temps de choisir ce que tu veux faire en conscience. Si jamais tu veux quand même aller jusqu'au bout de ce que tu as déjà commencé à faire et le faire quand même, eh ben, tu vas le faire en conscience. Et si jamais tu veux arrêter pour te recabler sur ton objectif, eh bien, en fait, tu vas changer d'avis et tu vas changer de direction. Dans les deux cas, félicite-toi d'avoir pris le temps de remarquer ce que tu étais en train de faire. Parce que remarquer, c'est déjà un changement. Et plus tu remarques, plus tu mets de la conscience dans ce que tu fais, plus tu peux rechoisir. Et plus tu choisis, plus tu crées une nouvelle réalité. Donc non, tu n'as pas besoin de te charger à outrance et de te culpabiliser d'avoir emprunté un chemin qui doit être changé. Je t'invite à te traiter avec compassion et soutien, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Non, tu n'es pas ton ennemi. Alors, pas besoin de te livrer une guerre sans merci, où le seul ou la seule perdante, ce sera toi, pas les personnes qui t'ont conseillé de te battre. D'accord? L'idée, c'est de t'occuper de toi de façon à ce que toutes les parts de toi en ressortent satisfaites et contentes. C'est ce que j'appelle créer le consensus. Et ainsi, tu renforces ta capacité à t'appuyer sur ton équipe interne pour mieux vivre ton expérience de vie. Aussi, quand tu fais ça, eh bien, en fait, tu vas renforcer petit à petit la confiance que tu as en toi et ton estime de toi. Donc, c'est un triple effet qui se coule. D'accord? Ça donne envie, non? Surtout, ne me crois pas sur parole. Essaye et tu me diras comment tu l'as vécu en commentaire. Merci encore d'être entré dans cette bulle avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à soutenir la chaîne en laissant un like ou un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi. Évidemment, si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas, tu les poses en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et tu peux également me retrouver dès maintenant sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur. Parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur, dans le bonheur, à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!